Les sous-marins sont censés être le summum de la discrétion. Mais tous les sous-marins ne sont pas créés égaux. Le temps passé en surface varie selon les individus. Comment une marine cache-t-elle ses sous-marins pendant leur moment de vulnérabilité? La réponse? Peindre en vert. Quand la plupart des gens pensaient à la Corée du Nord, deux choses leur viennent à l'esprit. Kim Jong-un et les armes nucléaires. Et quand ces sujets ne sont pas prioritaires, l'immense armée terrestre du pays, avec son artillerie braquée sur Séoul, a tendance à dominer les discussions. Mais il y a un autre élément, souvent négligé, de l'appareil militaire nord-coréen. Sa marine, officiellement appelée la marine du peuple coréen. Bien que nombreuse, la flotte nord-coréenne est technologiquement dépassée et nettement inférieure à celle du Japon et de la Corée du Sud. Comment la Corée du Nord gère-t-elle cette question? La réponse pourrait vous surprendre. La mer du Japon est cruciale pour la stratégie nord-coréenne. S'étendant sur 1500 miles de côte, cette région est un champ de bataille naturel où les eaux froides du nord se heurtent aux courants plus chauds du sud. C'est le cadre parfait pour d'énormes efflorescences d'algues, qui peuvent transformer l'eau en une brume verdâtre et trouble. Les sous-marins nord-coréens, de la même couleur, profitent de ce camouflage naturel et disparaissent dans l'eau tels des fantômes. Mais voici le hic. Bien que ce camouflage aide à court terme, quelque chose de bien plus dangereux se cache sous la surface en Corée du Nord. Ces sous-marins verts ne se cachent pas seulement, ils sont équipés d'une technologie qui pourrait changer l'équilibre des pouvoirs dans ces eaux contestées, et peut-être bien au-delà. Mais alors que la mer du Japon offre un avantage naturel, la vraie question est, où la Corée du Nord place-t-elle ses sous-marins, et comment leur géographie façonne-t-elle leur stratégie navale? La Corée du Nord occupe le cœur d'un carrefour géopolitique. La côte ouest du pays coïncide avec la mer Jaune, qui s'étend entre la péninsule coréenne et la Chine. La Chine étant amicale envers la Corée du Nord, il y a peu de danger ici. La mer Jaune, étant relativement peu profonde, ne convient pas vraiment aux opérations sous-marines. C'est une autre histoire sur la côte est de la Corée du Nord, qui mène à la mer du Japon. La Russie se situe au nord de cette mer, ce qui pourrait rassurer Pyongyang, car Moscou est devenu un grand client pour les obus d'artillerie et les roquettes du Nord pour sa soi-disant opération militaire spéciale en Ukraine. Les deux pays ont également signé un accord de défense mutuelle en juin 2024, donc tout semble aller bien pour Pyongyang là-haut. Le problème est que le Japon et la Corée du Sud, hostiles, dominent le reste de la mer. Pour aggraver les choses pour le Nord, les deux pays accueillent des troupes et du matériel militaire américain. Les États-Unis ont environ 54 000 troupes au Japon et 28 000 autres en Corée du Sud. Washington a aussi envoyé de son meilleur équipement à ces deux pays, alors que les tensions s'intensifient dans la région. Par exemple, les États-Unis ont déployé des Moving 2 Raptor à la base aérienne de Kadena à Okinawa, au printemps 2024, remplaçant les F-15C et des Eagles sur place. Bien que les Raptors soient là pour répondre en premier lieu aux menaces de la Chine, ils seraient en mesure d'entreprendre des missions contre le territoire nord-coréen, avec l'aide d'avions de ravitaillement. Pendant ce temps, en juin, les États-Unis ont déployé le groupe d'attaque de l'United States Ship Theodore Roosevelt à sa base navale de Busan, en Corée du Sud. Ce déploiement fait suite à l'accord de défense mutuelle conclu par Poutine et Kim Jong-un plus tôt ce mois-ci. En avril, le Roosevelt a pris part à des exercices trilatéraux avec les forces navales sud-coréennes et japonaises en mer de Chine orientale. D'autres exercices trilatéraux ont suivi lors des manœuvres Freedom Edge en juin. Ces exercices incluaient la défense antimissile, la surveillance et surtout la pratique anti-sous-marine entre les trois forces navales. Malgré une apparente stabilité dans la mer du nord du Japon, la situation sécuritaire globale y a toujours été défavorable pour Pyongyang et continue de se dégrader. Les États-Unis renforcent leur présence dans la région. Le Japon et la Corée du Sud ont également commencé à régler leurs différends historiques et coopèrent désormais beaucoup plus étroitement dans la dimension sécuritaire. En résumé, la Corée du Nord est en infériorité numérique et surclassée dans les eaux près de sa côte est. Pour aggraver les choses, la Corée du Nord ne pourrait pas renforcer facilement sa marine à l'ouest, car cela nécessiterait que ses navires et sous-marins contournent toute la Corée du Sud, y compris le détroit de Tsushima entre la Corée du Sud et le Japon. Ces navires et sous-marins seraient des cibles faciles. Sans surprise, la Corée du Nord a concentré la majorité de ses ressources navales sur sa côte est. Cela inclut les importantes bases de sous-marins de Simpo et Myeongdo, une île à 1 mile au large de la ville de Simpo. Dès les années 90, cette région a construit les nouveaux sous-marins nord-coréens de classe Sangho. Ces sous-marins devaient remplacer les vieux sous-marins de classe Romeo, obtenus de Chine dans les années 1970 puis produits localement par la Corée du Nord. Le Nord a encore environ 20 de ces sous-marins, en opération, concentrés sur la côte est. Cependant, ils agiraient peu lors d'une confrontation. Ces sous-marins ont été retirés du service actif dans la plupart des autres marines depuis longtemps.
L'Égypte est le seul autre pays qui les utilise encore. D'autres pays comme la Russie et la Chine conservent ces armes uniquement pour la formation. Alors pourquoi le Nord ne les a-t-il pas également retirées en faveur des nouveaux sous-marins qu'il a commencé à construire dans la période immédiate après la guerre froide? Dans un rapport qui laisse entendre le retard du Nord en matière de technologie sous-marine, le 100O original est plus lent que le Romeo, à 7,6 nœuds en surface et 8,9 nœuds en immersion, comparativement aux 15,31 et 13,28 nœuds du Romeo respectivement. Le 100O est plus petit que le Romeo, mesurant 114, 25,3 mètres de long et 12, 1,5 mètres de large, rendant le bruit de son équipement plus difficile à dissimuler sans technologie d'annulation spécialisée. Compte tenu des difficultés de la Corée du Nord dans les années 1990, ces lacunes sont compréhensibles. Cette classe de sous-marins a un équipage de 15 hommes. L'armement standard comprend 2 tubes lance-torpilles de 533 mm, orientés vers l'avant, pouvant lancer des torpilles russes de 5356. Alors que la situation de la Corée du Nord s'améliorait un peu, elle a donc essayé de moderniser le Sanko. La classe Sango 2 a été signalée pour la première fois en 2011. Ces sous-marins sont légèrement plus grands que leurs prédécesseurs et déplacent plus d'eau, ce qui signifie qu'ils ont une portée plus longue et peuvent transporter plus d'équipements spéciaux. La plupart des sous-marins de la Corée du Nord sont obsolètes, ce qui explique la présence persistante des Romeo. C'est un problème pour Pyongyang, qui cherche à renforcer ses missiles nucléaires et balistiques, accroître sa capacité de première frappe nucléaire et menacer les marines ennemies de manière conventionnelle. Les Romeos et Sangos ne feront tout simplement pas l'affaire. La Corée du Nord a investi massivement dans ses missiles terrestres lancés depuis des plateformes mobiles, tout en explorant les missiles lancés par sous-marins. Le sous-marin de classe Gorée est en développement depuis 2014 à cette fin. Ce sous-marin à missiles balistiques, aussi appelé classe Sinpo, est le premier construit en interne par la Corée du Nord. Gorae est le mot coréen pour baleine, et ce sous-marin est nettement plus grand que les autres navires sous-marins du Nord, avec une longueur de 219 pieds, et une largeur estimée à 21 pieds, et un déplacement de 2000 tonnes. Le Garai a une portée estimée à 1750 miles. Les estimations d'équipage varient grandement, allant de 30 à 80 selon les rapports. En plus des 2 à 4 tubes de torpilles estimés, il peut lancer un seul missile balistique, le Puguksong 3. Ce projectile a une portée estimée d'environ 1200 miles. Cette portée permettrait d'atteindre la Corée du Sud et le Japon. Le Nord ne disposerait cependant que d'un seul sous-marin de classe Gori opérationnel. Le Gori semble être une version modifiée du Romeo. En septembre 2023, la Corée du Nord a dévoilé son premier sous-marin nucléaire tactique, nommé le Eros Kim Kun-ok, en l'honneur d'un héros populaire nord-coréen. Il serait bruyant. Kim Jong-un l'a décrit comme le principal moyen offensif de la force navale lors de la cérémonie de lancement. Le sous-marin possédait 10 écoutilles pour tuyaux de lancement, vraisemblablement conçus pour des missiles balistiques et de croisière selon les analystes. Ce serait une avancée significative pour l'armement des sous-marins nord-coréens existants. Cependant, même le héros Kim Kun-ok était une version modifiée de Romeo. Le mot tactique ajoute un contexte important à ce fait, car l'objectif le plus probable est que ce navire livre des missiles à courte portée depuis la mer du Japon vers des cibles dans la région. Le héros Kim Kun-ok serait bruyant et facile à découvrir dans un environnement tactique. Ces faits montrent les faiblesses persistantes des Nord-Coréens en technologie sous-marine. Pendant ce temps, la marine américaine a des décennies d'expérience dans la guerre anti-sous-marine et s'entraîne régulièrement avec ses partenaires, comme on peut le voir dans les récents exercices trilatéraux avec la Corée du Sud et le Japon. La Corée du Nord n'exploite pas de sous-marins à propulsion nucléaire qui peuvent rester silencieux pendant longtemps. Tous les sous-marins nord-coréens utilisent une propulsion diesel électrique. Les sous-marins diesel électriques sont plus silencieux que les sous-marins nucléaires sous l'électricité, mais seulement pour une courte durée. Quand ils ne fonctionnent pas à l'électricité, leurs moteurs diesel sont bien plus bruyants que les sous-marins nucléaires. Ces sous-marins doivent être exposés à l'oxygène pour recharger leurs batteries, les obligeant à faire surface fréquemment. Cette lacune s'applique autant aux nouveaux sous-marins de la Corée du Nord qu'à ces navires obsolètes de classe Romeo. Le seul sous-marin de classe Gori de la Corée du Nord, le 8.24 Yongung, ne peut être immergé que quelques jours. Étant un Romeo modifié, le héros Kim Kun-ok subit le même sort. Ces lacunes mettraient gravement en péril leur capacité à menacer toute cible au-delà de la zone immédiate autour de la mer du Japon. Il est concevable que les Nord-Coréens puissent cibler Guam ou Hawaï avec leurs sous-marins de classe Gorai et ses missiles balistiques,
Mais ce serait presque miraculeux s'il pouvait se mettre à portée, car ce navire devrait faire surface et s'exposer bien avant que cela n'arrive. La Corée du Nord ne possède probablement pas de sous-marin avec un système de propulsion anaérobie à piles à combustible liquide ou à hydrogène. Ces cellules permettent à un sous-marin diesel électrique de prolonger son immersion, car elles nécessitent moins d'oxygène externe. Le développement de cette technologie pourrait réduire certains désavantages de la Corée du Nord, mais aucun progrès ne semble apparent actuellement. De plus, les sous-marins nord-coréens ne sont pas tous conçus pour des opérations de longue distance. Beaucoup sont des petits navires ou sous-marins côtiers destinés à la défense territoriale. Pour empirer les choses, une grande partie des capacités sous-marines nord-coréennes, dont les programmes de recherche et développement, sont concentrés à Sinpo et Myeongdo. Une attaque surprise sur cette zone pourrait paralyser la majorité des programmes de sous-marins nord-coréens, y compris son travail sur les missiles balistiques lancés par sous-marins. Les États-Unis ont des F-22, des F-35 et un groupe aéronaval à proximité qui interviendrait probablement si on leur demandait. La seule véritable défense de la Corée du Nord contre le grand raid aérien seraient les chasseurs MiG-21 stationnés dans les bases aériennes voisines de Toksan et I-1, et les systèmes surface à air missiles S-200. Malheureusement pour Pyongyang, aucun de ces éléments n'égale les avions américains et alliés, comme le F-15 Eagle, qui a rapidement surclassé le MiG-20 et un pendant la guerre du Golfe. Ajoutez le F-22 et le F-35 à l'image, et les choses empirent beaucoup pour Pyongyang. C'est pourquoi certains experts ont évoqué l'idée d'une frappe préventive sur cette base navale. Le risque sera minime pour l'assaillant, mais la récompense immense pour détruire cette infrastructure. Ces experts se souviennent des années 2000, lorsque l'ancien secrétaire à la Défense, William J. Perry et Ashton Carter, le futur secrétaire à la Défense, préconisaient une frappe préventive sur les installations de missiles nord-coréennes. Ils ont critiqué les pourparlers à 6 parties, alors en cours comme peu susceptibles de produire des résultats. Ils ont eu raison. Et maintenant, la Corée du Nord a un programme de missiles beaucoup plus avancé, rendant une telle frappe trop risquée. Aucun preneur pour l'idée d'attaquer Sinpo et Myeongdo pour le moment. Pour l'instant, les Nord-Coréens savent qu'ils sont désavantagés face à la marine américaine et aux capacités de guerre aérienne et anti-sous-marine de ses alliés. Ils doivent trouver des méthodes pour garder leurs sous-marins en mer le plus longtemps possible et atténuer ces désavantages du mieux qu'ils peuvent. Il est crucial de les cacher à la suprématie aérienne et à la surveillance avancée des États-Unis pour assurer leur survie. Mais peindre certains de ces sous-marins en vert est-il la solution pour rendre les sous-marins de la Corée du Nord plus résistants? L'idée n'est pas si folle qu'elle le paraît. La mer du Japon possède une caractéristique environnementale unique. C'est l'un des endroits où l'eau froide du Nord rencontre l'eau plus chaude du Sud. Cette particularité favorise la prolifération d'importantes quantités de plancton, notamment d'algues. Bien que ce soit des organismes microscopiques, de grands groupes d'entre eux peuvent converger et changer la couleur de l'eau dans des conditions favorables. Ces regroupements, appelés efflorescences, sont souvent nuisibles à l'environnement. Ils privent l'eau d'oxygène. Ils libèrent aussi des toxines ou gaz nocifs. L'exposition à des eaux contaminées peut rendre les gens ou les animaux malades, mais pour un marin nord-coréen en sécurité dans son sous-marin, les efflorescences d'algues pourraient être un allié contre une menace bien plus grave. Les efflorescences d'algues dans la mer du Japon permettent aux Nord-Coréens de camoufler leurs sous-marins contre les navires et les avions lorsqu'ils font surface. La peinture verte ne serait pas très utile lors de missions prolongées, mais comme toute confrontation réaliste aurait lieu dans des eaux proches du territoire nord-coréen, elle convient pour la plupart des missions de ces sous-marins, qui sont la défense côtière. Mais est-ce vraiment une stratégie idéale? Il s'avère que les Nord-Coréens ne sont pas les seuls à choisir de peindre certains de leurs sous-marins en vert. La Corée du Nord et l'Iran se sont rapprochés au fil du temps, partageant des intérêts communs. La relation entre les deux s'étend à la technologie des sous-marins, et les sous-marins de classe Gadir de l'Iran sont des mini-sous-marins adaptés pour patrouiller les eaux étroites et peu profondes mais importantes du golfe Persique. Ces sous-marins sont dérivés de la classe Yono, de mini-sous-marins nord-coréens, eux-mêmes basés sur des conceptions yougoslaves datant de la guerre froide des années 60. Ces sous-marins ont une vitesse de 11 nœuds en surface et 8 sous l'eau. Les sous-marins iraniens de classe Gadir ont été vus avec la même peinture verte que leurs homologues nord-coréens. Des efflorescences d'algues nuisibles ont été observées dans le golfe Persique récemment. L'Iran fait face aux mêmes désavantages en mer que son partenaire nord-coréen et a choisi de s'adapter à des conditions similaires de la même manière. Toutefois, les pays autoritaires ne sont pas les seuls à tenter de réduire leurs désavantages face à la marine américaine et ses alliés. Les alliés américains se sont également mis à peindre leurs sous-marins en vert. Le sous-marin israélien de classe Dolphin, développé avec l'Allemagne, est un sous-marin d'attaque diesel électrique à propulsion indépendante de l'air,
Il peut rester immergé plus longtemps que les sous-marins nord-coréens. Israël possède 5 de ces sous-marins, et un 6e est en route. Cependant, les Israéliens s'efforcent de les protéger au mieux. Les sous-marins sont basés à Haïfa, au nord d'Israël. Des sous-marins israéliens de classe Dolphin 1 ont été vus avec une peinture verte. D'autres sous-marins de classe Dolphin, dits de classe 2, sont peints en bleu pour une meilleure protection dans certains environnements. Peindre des sous-marins d'une couleur spécifique pour le camouflage n'est pas nouveau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine a peint ses sous-marins en gris pour les camoufler dans le brouillard lorsqu'ils faisaient surface. Cependant, cette couleur était loin d'être idéale pour les dissimuler des avions ennemis. Alors, pourquoi dans la plupart des cas, les sous-marins sont-ils devenus noirs? La marine américaine a découvert qu'un bleu clair était supérieur au noir pour le camouflage. Cependant, il y avait un problème. L'eau de mer transformait rapidement cette peinture bleu clair en blanc. Le noir est devenu la norme pour la marine américaine, et dans la plupart des endroits du monde en raison de sa durabilité supérieure. À l'ère des sous-marins nucléaires, qui peuvent rester longtemps en eau profonde, la couleur n'a pas autant d'importance pour les États-Unis, navires sous-marins de la marine. Les sous-marins américains modernes sont noirs car recouverts de carreaux en caoutchouc. Ces carreaux agissent comme des dispositifs d'annulation de bruit, réduisant le son du sous-marin. Le caoutchouc absorbe et déforme le sonar, rendant plus ardu pour les ennemis de les détecter. La couleur noire ne vient pas de la peinture. En réalité, elle provient du carbone noir qui les compose. Le matériau de carbone renforce les effets du caoutchouc et maintient les tuiles stables sous les nombreuses pressions différentes que le sous-marin rencontre dans différentes eaux, à différentes profondeurs. Mais peu de pays ont le luxe de déployer des sous-marins aussi performants. Seulement 6 pays ont des sous-marins nucléaires dans leur flotte. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie, la Chine et l'Inde. L'Australie devrait être le 7e grâce à l'accord Australie, Royaume-Uni, États-Unis de 2021. Les marines du monde s'appuient sur des sous-marins diesel électriques, donc le camouflage visuel est crucial car ils doivent faire surface plus fréquemment. La Corée du Nord est encore loin de développer un sous-marin nucléaire, ou de miniaturiser suffisamment ses ogives nucléaires pour les adapter sur des missiles lancés depuis un sous-marin. Cependant, lors de la cérémonie de lancement du héros Kim Kunok, Kim Jong-un a exposé dans un discours ses ambitions maritimes. Le développement rapide de nos forces navales est une priorité qui ne peut attendre, vu les récentes agressions et actions militaires de l'ennemi. Au cours de la dernière décennie, la Corée du Nord a développé un programme de missiles balistiques beaucoup plus redoutable. Mais ces missiles terrestres, même avec des lanceurs mobiles, ne suffisent pas à fournir une infrastructure nucléaire survivable face à une première frappe écrasante des États-Unis. De plus, elle a des moyens limités de frapper les États-Unis et ses alliés. La création d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins favoriserait l'atteinte de ces buts. Hirosako Matsuno, secrétaire général du cabinet japonais, a déclaré lors d'un briefing que l'armée nord-coréenne représente une menace plus grave et imminente que jamais pour la sécurité du Japon, en réponse au dernier sous-marin du régime de Kim. Mais à quel point Kim Jong-un est-il proche d'avoir une force sous-marine qu'il n'a pas besoin de peindre en vert? La Corée du Nord connaîtra-t-elle autant de progrès dans ses sous-marins et missiles balistiques lancés par sous-marins dans les 10 prochaines années que pour ses missiles balistiques terrestres lors de la dernière décennie? La relation de sécurité naissante de la Corée du Nord avec la Russie de Poutine conduira-t-elle à des percées dans sa technologie de sous-marins? Ou les Nord-Coréens devront-ils encore peindre beaucoup de leurs anciens sous-marins en vert et compter sur les efflorescences d'algues comme leurs meilleurs amis pour un avenir prévisible? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts.